et merci de nous rejoindre sur i24 News. C'est le morning, nous sommes vendredi et puis nous sommes ensemble pour 2 heures d'actualité, 2 heures d'émission dont voici tout de suite le sommaire. Hussam Hassan Kawasme, un activiste du Hamas, a été reconnu coupable d'être le cerveau par un tribunal militaire israélien de l'enlèvement et du meurtre de 3 adolescents juifs en Cisjordanie. C'était en juin dernier. Autre décision de la Cour suprême, celle concernant la destruction des maisons de certains terroristes. On verra si cette mesure est dissuasive ou pas dans cette édition. Et puis après le vote français au Conseil de sécurité de l'ONU, le coup de fil n'a pas tardé. Patrick Maisonnave, l'ambassadeur de France en Israël, est convoqué ce matin au ministère des Affaires étrangères. Verra-t-on bientôt les emblématiques passerelles de Marc Mimram en Israël? L'architecte et ingénieur international est en ce moment à Tel Aviv. Il nous parlera de sa vision pour un aménagement urbain plus généreux en Israël. Voilà donc pour l'essentiel des titres que nous développerons ce matin avec notre panel de spécialistes. Avec moi sur ce plateau, Daniel Haïk. Bonjour Daniel, Nathalie. Merci d'être avec nous. Jacques Neria, spécialiste des renseignements militaires israéliens. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Et Maurice Fergan. Bonjour Nathalie. Bonjour Maurice. Alors on va commencer par la presse israélienne. On va largement s'y intéresser ce matin. Et Mahmoud Abbas qui dépose une plainte à La Haye contre Israël. Ça vient d'Haaretz. Oui, c'est l'information exclusive du quotidien Haaretz. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a déposé à la Cour pénale internationale de justice une demande d'enquête sur des soupçons de crimes de guerre perpétrés en Palestine depuis le 13 juin 2014, y compris pendant l'opération Bordure protectrice menée cet été par Tsahal dans la bande de Gaza. Alors, l'information exclusive du quotidien provient de sources palestiniennes non gouvernementales impliquées depuis plusieurs années dans la procédure d'adhésion de l'autorité palestinienne au CPI. La demande d'enquête aurait été transmise à l'ambassadeur palestinien aux Pays-Bas qui doit déposer la demande devant le tribunal de La Haye. Aucune confirmation officielle. Hier, après une réunion d'urgence de son cabinet de sécurité consacrée à cette question, Benjamin Netanyahou a demandé à la Cour pénale internationale de rejeter la demande palestinienne, argument présenté par le Premier ministre. L'autorité palestinienne n'est pas un État constitué. Alors, réunion d'urgence qui ne comprenait pas Avigdor Lieberman. Il a été exclu de cette réunion présidée par Benjamin Netanyahou. Je crois qu'on voit que d'abord, Mahmoud Abbas va très vite en besogne. On a dit hier que justement, on peut dire l'une des caractéristiques de la CPI, c'est justement qu'elle traite les dossiers très lentement. Et donc là, on voit que Mahmoud Abbas, enfin, il va selon sa propre logique et il va un peu vite en besogne. Il dépose une demande tout de suite après avoir signé son adhésion à la Convention de Rome. Cette demande a très peu de chances d'aboutir et quelque part du côté israélien la riposte peut être immédiate en déposant sur le côté israélien. Que dire de cette passivité finalement israélienne, ce manque de réactivité en tout cas? Il y aura, enfin ça prendra du temps, un peu de temps, mais simplement je dirais c'est l'attitude de Mahmoud Abbas, c'est une épée à double tranchant. C'est-à-dire que si vous déposez une plainte, nous avons pas mal de plaintes nous aussi contre les terroristes, contre Hamas, mais contre Israël les gens. Va le faire. Mais elle le fait sur place, elle le fait sur... On n'a pas besoin de la Cour internationale, nous avons nos cours ici, de notre justice à nous. Donc là, je dirais, on peut tout simplement... Mais devant la Cour pénale internationale, parce qu'il y a notre problème à l'étranger, là-bas aussi. Notre problème à l'étranger, c'est un problème d'explication de notre situation. Alors, comme nous ne sommes pas tellement, je dirais, dans une situation favorable par rapport à l'Europe qui nous critique tout le temps. Donc des faits comme cela, une déposition pareille, pourrait naturellement alimenter l'eau au moulin de nos ennemis. C'est tout simplement ce qui va se passer. On aura une difficulté de plus en plus grande à justifier nos actes. Ce que vous venez de dire est très intéressant, c'est que le rejet qui a été demandé a été fait par le bureau du Premier ministre et non pas par le ministère des Affaires étrangères, ce qui tout simplement... ça témoigne des relations témoigne actuellement de la tension électorale. Sur la scène politique, ce qui va être également l'un des enjeux pour Benjamin Netanyahou, éventuellement lors de ce nouveau mandat après le 17 mars. On n'en sait trop rien. En tout cas, Israël Hayom en parle de cette campagne.
Israël Hayom fait son titre de la victoire de Benjamin Netanyahou hier aux primaires du Likoud. Alors la presse de ces derniers mois n'a pas toujours été tendre avec le Premier ministre et son parti. Même d'ailleurs, si nos analystes aussi ont eu des mots très durs pour Benjamin Netanyahou. Mais ce matin, un peu de réconfort pour le Premier ministre après les primaires. Israël Hayom parle de plébiscite pour le chef du parti, élu en tête de liste avec près de 80% des voix des membres de son parti. Alors après l'avoir accusé ces derniers mois d'avoir perdu le contrôle du terrain et d'avoir laissé son parti aux mains des extrémistes, Benjamin Netanyahou a prouvé hier, affirme Israël Hayom, qu'il était un chef. On peut plus ou moins apprécier la liste des candidats aux élections, mais une chose est sûre, écrit le quotidien, Netanyahou a présenté hier une liste qui lui convient et lui ressemble. Nous avons retrouvé le vrai Likoud, a constaté hier le chef du gouvernement. Et Israël Hayom de railler l'opposition, qui avait, semble-t-il, préparé sa réaction avant la publication des résultats des primaires, une réaction qui n'a rien à voir avec la réalité, affirme le quotidien. Et oui, Yair Lapid qui est parti en campagne. Vraiment hier. Non, Pravda n'aurait pas écrit quelque chose de différent. Une réaction peut-être à ce discours hier de Yair Lapid, notamment qui a lourdement critiqué Benjamin Netanyahou en parlant de la glace à la pistache dont on a beaucoup parlé pour critiquer le Premier ministre. Bon, là maintenant on est dans une campagne électorale. Yair Lapid a été pendant 2 ans ministre des Finances du gouvernement de Benjamin Netanyahou. S'il avait des plaintes à formuler envers Benjamin Netanyahou, il aurait pu démissionner à de multiples reprises. Il avait l'occasion de démissionner et il ne l'a pas fait. Donc maintenant, on est dans un jeu électoral. Maintenant, Netanyahou peut être satisfait. Effectivement, il peut être satisfait de cette liste. Est-ce que ça veut dire que l'ensemble des supporters de la droite israélienne est satisfait de le voir maintenu comme ça, de manière aussi plébiscitée, avec 80%, 85% de soutien pour l'élection, pour le poste de président? Et est-ce qu'il est content de voir une liste électorale qui ressemble à la précédente ou avec quelques nuances? On va reparler de cette liste recentrée, mais plutôt terne dans quelques instants. Le Yediot Ahronot, on revient à ce quotidien qui se pose une question: pourquoi finalement les partis continuent en Israël de recruter des généraux? Du moins de les solliciter, parce que les recruter, c'est encore autre chose. Alors le quotidien écrit que les officiers supérieurs qui quittent l'uniforme ne sont plus les héros d'antan, mais les partis continuent de les courtiser. Alors le quotidien amène, pour exemple, Yitzhak Herzog, le chef du Parti travailliste, qui a sollicité les services de plus de 20 officiers supérieurs avant même l'annonce des élections anticipées. Alors il n'y a pas de débat, explique le quotidien, sur les positions politiques de ces généraux. J'ai besoin de toi à mes côtés, et des promesses alléchantes sont à peu près les 2 seuls échanges, affirme le journaliste du Yediot Ahronot. Alors le recrutement ressemble au choix des candidats pour un show télé, choisir les plus attractifs, mais là il n'y a déjà plus d'étoiles comme par le passé, affirme le quotidien. Le général de réserve Yair Stern, l'ex-vedette sécuritaire du parti Kadima, le confirme. Il écrit même si je vais chez un psychiatre, il y a 2 questions auxquelles je ne pourrai jamais répondre. Pourquoi et comment ai-je accepté d'entrer en politique? Pourquoi y suis-je entré aussi peu préparé? Alors peut-être que dans quelques semaines, on nous annoncera qu'on courtise l'ancien officier des renseignements Jacques Neria. Pourquoi d'après lui, il est loin de là. Je suis immunisé contre ces attaques-là. Ce qui se passe en Israël, disons, contrairement en France, où vous avez, je dirais, des encadrements comme les Saint-Cyriens, comme la Polytechnique, qui forment des cadres qui sont les cadres qui vont tout simplement succéder au gouvernement et prendre des positions dans le pouvoir français. Ici, en Israël, ça n'existe pas. La seule institution qui forme des cadres valable, c'est l'armée. Donc à partir du moment où vous avez un général... C'est valable aussi sur le marché du travail, en dehors de la politique. Tout à fait. Donc ils savent commander, ils savent organiser, ils savent gérer de grandes entreprises, et c'est pour cela qu'on a besoin d'eux. Naturellement, l'éclat de l'uniforme, ça a toujours été quelque chose de très attrayant pour tout le monde. Donc, et surtout si on parle de héros de guerre. Pour l'instant, nous n'avons pas. Et c'est encore le cas en Israël en 2015. Oui, mais beaucoup moins. C'est-à-dire, c'est clair qu'aujourd'hui, la scène politique est bien moins séduisante qu'elle ne l'était il y a 20 ans. Et aujourd'hui, lorsque un général prend sa retraite, eh bien, il est bien plus attiré par des grandes entreprises, des grandes sociétés de high-tech qui le prennent comme directeur général, etc., plutôt que par la politique. La politique, c'est relativement terne et
on va dire que quelque part, il y a une baisse du niveau des responsables politiques, des députés à la Knesset, qui fait que beaucoup de généraux ne sont pas particulièrement attirés à s'engager. Et les officiers qui ont fait carrière en politique, vous pouvez les compter sur les doigts d'une main. Au cours des 20 dernières années. Parce que durant leur service dans l'armée, les connaissant de très près, le monde militaire est un monde qui est très natif. C'est noir et blanc. Il n'y a pas de gris. Ouais. Donc, en politique, tout est gris. Et donc, s'adapter à la politique, c'est pas tout simplement. Ça ne convient pas tellement. Je crois que le tournant, c'était Ehud Barak, qui était considéré depuis longtemps, quand il était à l'armée, comme un génie et qui aurait dû être un succès au niveau politique. Ça a été un échec total en politique. Cela prouve qu'on peut être un très bon général, un chef d'état-major excellent, mais un mauvais politicien. En tout cas, on est rassurés. Jacques, vous restez en notre... Et remarquez qu'en France, un général 2 étoiles a gouverné le pays, alors que des généraux de 5 étoiles étaient sous lui. Donc c'est général de Gaulle. 2 étoiles. Allez, on passe au Jérusalem Post à présent, Maurice. Qui consacre une page entière à l'effondrement du parti Chasse. Alors le quotidien utilise des références historiques, vous allez voir, bombastiques pour parler de cet effondrement. Ceux qui parlent de révolution doivent se préparer aussi à la guillotine. Une citation de Winston Churchill, reprise par le journaliste du Jerusalem Post pour décrire l'état d'esprit au sein du parti ultra-orthodoxe séfarade. Et au parti Chasse, les guillotines ont fonctionné toute la semaine, répondant à l'appel d'Aryeh Deri, le chef de cet empire politique, pour que la révolution se poursuive. Cette lutte fratricide, écrit le quotidien, entre Aryeh Deri et son rival Eli Yishai, ne ressemble certes pas aux protections, à ce qui s'est passé avec Robespierre, Lénine et Khomeini, quand ils ont annoncé leur arrivée au pouvoir, mais bien plutôt aux tirs d'artillerie qui ont provoqué l'effondrement de la Yougoslavie après le départ de Tito. Et le quotidien de conclure, et comme pour la Yougoslavie d'après Tito, les débris de l'empire constitué par le rabbin Ovadia Yosef ne peuvent plus être rassemblés. Alors voilà, quelle référence. Allez, on va passer à un sujet plus léger, plus hivernal en tout cas. Maariv qui s'intéresse à la météo de ces prochains jours. Oui, regardez derrière vous, il y a des vagues énormes, il fait très froid, un vent qui souffle de Sibérie, nous dit-on, mais le temps est sec. Et Maariv... Nos cœurs sont chauds. Nos cœurs sont chauds. Et Maariv de nous préciser que nous avons connu le mois de décembre le plus sec depuis 21 ans, un peu moins du tiers de la moyenne de pluie par rapport à un mois de décembre normal. Mais malgré tout, la moyenne depuis le début de la saison a été maintenue grâce à des précipitations importantes les mois précédents dans le sud du pays. Dans le nord et sur le littoral, nous sommes légèrement en dessous de la moyenne. Alors, optimisme, puisqu'on nous annonce pour la semaine prochaine une énorme tempête avec neige à Jérusalem. Avec beaucoup de pluie, peut-être de la neige à Jérusalem, ce qui va faire les affaires du niveau du lac de Tibériade. On dit qu'il va monter de plusieurs dizaines de centimètres. Oh là là, c'est bon. C'est bien, en tout cas. C'est notre obsession. Vous savez, les Israéliens ont une obsession. C'est l'eau, le lac de Tibériade. Ensuite, le lac a baissé, a monté, tout ça, c'est tout le temps. Je dirais, c'est presque viscéral. Alors, autre obsession des Israéliens, ce sont les élections. J-75 avant les législatives, des législatives qui verront un Likoud recentré, certes, mais particulièrement terne, sans nouveau visage, presque sans femme, c'est vous dire. On parlera de la liste que mènera Benjamin Netanyahou pour la 10e année consécutive, mais on regarde avant ce sujet signé Cyril Amar. Premier test réussi pour Netanyahou. Avec plus de 80% des suffrages, le Premier ministre vient de remporter la primaire de son parti, le Likoud. Loin, très loin devant son seul rival, le député Dani Danon. Une victoire sans surprise. Mais s'il a le sourire aux lèvres, c'est que Binyamin Netanyahou est satisfait de la composition de sa liste. Moins hostile que prévu. Moshe Feiglin, le chef de file de la frange radicale, devrait ainsi perdre son siège de député, tout comme Tzipi Hotovely, une parlementaire proche du mouvement des implantations. Le ministre de l'Intérieur, Gilad Erdan, obtient la seconde place, juste devant le président de la Knesset, Yuli Edelstein. Ils sont suivis de près dans le top 5 par Israël Katz, le ministre des Transports, Sylvan Shalom, le ministre de l'Énergie, et la députée Miri Regev, connue pour ses diatribes contre les travailleurs immigrés, les Arabes israéliens ou encore la Cour suprême. Elle devient ainsi la première dame du Likoud et peut désormais prétendre à un portefeuille ministériel, si toutefois Netanyahou était appelé à former la prochaine coalition. Il semble que le Likoud a élu une excellente liste à tous les niveaux.
Nous avons prouvé aux citoyens israéliens que la démocratie l'emporte sur la dictature. Cette liste va nous aider à battre les partis de gauche dirigés par Tzipi Livni et Yitzhak Herzog. C'est une équipe gagnante qui va me permettre de rester au pouvoir et de continuer à conduire Israël et à défendre sa sécurité avec notre esprit, l'esprit du vrai Likoud. Un Likoud qui n'a pas vraiment changé de visage au lendemain de ce scrutin. Axé sur la sécurité, il devra à présent convaincre qu'il est capable de rivaliser sur les questions sociales, celle-là même qu'il avait portée pour la première fois au pouvoir. Un certain 17 mai 1977. Alors, est-ce que c'est la revanche du Likoud plus traditionnel, plus vrai, comme ce que disait Benjamin Netanyahou dans son discours ? Je ne sais plus ce qu'est le Likoud vrai ou faux, hein, mais ce qui est vrai, c'est que c'est la revanche d'un Likoud de plus de sources. C'est-à-dire, on va dire que le Likoud a voulu se débarrasser de ceux qui ont fait de l'entrisme, de ceux qui ont voulu prendre un tremplin, se servir du Likoud comme tremplin. Et en particulier Moshe Feiglin. Moshe Feiglin, son approche depuis 20 ans était de dire on va essayer, on ne peut pas diriger, on ne peut pas gouverner à partir d'un petit parti comme par exemple le Parti national religieux, le parti du Mafdal, Baït HaYehudi, il faut diriger à partir du Likoud. Donc il faut rentrer à l'intérieur de ce parti et le noyauter de l'intérieur. Et on a cru la dernière fois que c'était ce qu'il était en train de réussir, et là finalement il y a un réveil de la part de l'électorat traditionnel du Likoud, dire non, on ne veut pas de gens qui ne sont pas véritablement de la maison mère, on va dire. Et quelque part aussi, c'est le résultat aussi du succès de Baït HaYehudi, du foyer juif de Naftali Bennett, qui justement, lui, est en train de prouver que même si on est d'emblée, au départ, un parti sectorial, eh bien, sectaire, effectivement, eh bien, on peut obtenir un soutien massif et puis se développer, comme le fait actuellement Naftali Bennett, avec un parti qui est aujourd'hui crédité de 18, 17, peut-être même 20 mandats qui donc rassemblerait des religieux, des non-religieux, et pourrait se présenter comme un Likoud bête, un Likoud B, pas bête, mais un Likoud B, comme on dit en français, bis, voilà, voilà, qui pourrait donc damer le pion du Likoud traditionnel. Le cheval de Troie a été vidé de ses combattants. C'est ce qui est certain, donc le Likoud a retrouvé, je dirais, un peu de ses couleurs, mais quand même, ce n'est pas le Likoud de Menachem Begin. Et c'est loin de là. Sur une trame sécuritaire et pas sociale, comme on pouvait le penser. Oui, mais là aussi, il y a un problème sur les 22 candidats. Vous avez 3, plus ou moins, qui sont des sécuritaires. Donc, vous avez le Premier ministre qui est un ancien combattant d'une unité d'élite des renseignements militaires. Vous avez le chef d'état-major, Ya'alon, et puis vous avez un pilote de chasse qui est à la 18e place. C'est le consensus sécuritaire. Donc, ce qui n'est pas tellement énorme, je dirais. Il n'y a pas de grand changement ici. Il n'y a pas de nouvelle direction. C'est comme vous l'avez dit, c'est une image très terne, je dirais, du Likoud. Un mot aussi peut-être, Maurice, sur cette liste. Ce sont tous des alliés, à l'exception peut-être de Miri Regev qui dénote un peu, mais ce sont tous des alliés de Benjamin Netanyahou. Est-ce que c'est-à-dire que les militants du parti ont voulu renforcer le Premier ministre sortant ? Sûrement, mais moi ce que je constate, c'est que la liste d'abord est grise, il n'y a pas de personnalité Elle est très peu séduisante. Qui est une liste peu séduisante, et surtout, il y a peu de séfarades, très peu de femmes, et il n'y a pas encore de place pour les nouveaux immigrants. Alors peut-être que comme Benjamin Netanyahou a obtenu l'autorisation de nommer 2 députés, peut-être qu'il va nommer une femme séfarade et nouvelle immigrante, ça serait l'idéal. Il manque de Russes, il n'y a pas de Russes. Exactement. Il n'y a pas de femmes, il y a 2 femmes. Mais il n'y a pas de Russes, c'est un phénomène normal. Il y a 2 femmes dans la première dizaine. Et puis en tout, je crois qu'il y en a il y a 8, et sur les 22, il y a 8 qui sont séfarades ou bien des juifs des pays arabes, donc ce qui est très peu. Donc et surtout que l'électoral, l'audience du Likoud, c'est principalement les juifs de séfarades. Un pronostic, Daniel, c'est la liste qui va faire remporter Benjamin Netanyahou. Je suis relativement pessimiste, c'est-à-dire je pense qu'il faudrait voir, les sondages sont intéressants de ces prochains jours, savoir si on assiste à une baisse du nombre de mandats dans les sondages du Likoud et une augmentation du foyer juif. J'ai un peu le sentiment que c'est vers cela que l'on se dirige. Le jeu se joue entre les... oui, bien entendu. C'est-à-dire il va y avoir une sorte de vase communicant entre les 2 partis, et en fonction de l'attrait de chacune des listes, eh bien l'électorat, le jour J, votera pour Naftali Bennett ou pour le parti de Benjamin Netanyahou.
Je voudrais qu'on revienne sur un des dossiers repris par le Likoud, c'est l'aspect sécuritaire. Alors justement, il y a quelques jours, le 31 décembre, il y a 2 jours, un activiste du Hamas, Kawasme, a été reconnu coupable de l'enlèvement et du meurtre des 3 adolescents israéliens. Vous vous souvenez de cette affaire? Elle était au départ de l'opération Bordure protectrice qui s'est déroulée cet été en Israël. Autre décision, la Cour suprême israélienne, celle concernant la destruction des maisons des familles des terroristes. On verra donc si cette mesure est dissuasive ou pas. Alors, on ne sait pas comment, on va en parler dans quelques instants, elle est perçue cette mesure par les familles palestiniennes. Est-ce que sur le plan sécuritaire uniquement, c'est dissuasif comme mesure? Écoutez, personne ne voudrait voir sa maison détruite. Donc c'est clair que c'est une punition énorme, c'est des fois hors de proportion. Mais elle s'est avérée pendant les années que ce n'était pas une mesure dissuasive. La preuve, le terrorisme continue. La preuve, il y a toujours des terroristes qui viennent de certaines familles, de grandes familles, et puis qui font payer, je dirais, le prix à leur famille même. Donc c'est tout simplement, c'est une sorte de revanche, une représaille, pas plus que ça. Je ne vois pas que dans cette mesure-là, quelque chose qui pourrait arrêter le terrorisme. Est-ce que c'est une sorte de punition collective, Daniel Haïk? Il faut faire une nuance entre une riposte, une destruction d'une maison qui est consécutive immédiatement au fait ou à la découverte, par exemple, des corps de soldats ou des 3 jeunes Israéliens, et lorsque cette mesure intervient beaucoup plus tard. Elle peut avoir un effet dissuasif si elle est immédiate. Et même, effectivement, l'effet dissuasif est relativement limité. Mais si elle intervient 3 mois après ou 6 mois après, ça n'a quasiment aucun effet. Vous confirmez, Jacques? Tout à fait. Je suis d'accord avec ça. Je dirais le dossier sécuritaire de Netanyahou pendant son dernier mandat n'est pas fameux. On le voit déjà, ça transpire. Avigdor Lieberman l'a attaqué sur la façon de conduire l'opération de bordure protectrice. Yair Lapid, de même, 2 membres du cabinet interne qui ont vu et qui peuvent témoigner de la conduite de la guerre, nous ont communiqué, des faits qui sont, aberrants concernant la conduite. Encore une fois, là aussi, Yair Lapid a cautionné la position de Netanyahou, l'attitude à l'époque tempérée, modérée de Binyamin Netanyahou pendant la guerre, et aujourd'hui, il sort contre ça. Tout à fait. C'est pour des raisons politiques. Tout à fait. Alors, ce qui fait qu'il y a ici un bagage à refaire, à certifier et à tout simplement créer une atmosphère de dire oui, nous sommes capables. Alors, dans cette atmosphère de préélection, soudain, d'un coup, on entend parler de l'Iran. Alors que l'Iran a été effacé. Alors l'Iran est revenu à la rescousse de Netanyahou. Non seulement ça, le terrorisme aussi de la rescousse de Netanyahou. Donc on essaie d'utiliser des thèmes pour essayer de concentrer, comme vous l'avez si bien dit, de concentrer le public, l'audience de l'écoute sur des thèmes sécuritaires et non pas sur des thèmes sociaux. Alors justement, quand on dit on a détruit la maison de terroristes, est-ce que finalement c'est plus pour rassurer en quelque sorte l'opinion publique israélienne et dire on a fait quelque chose? Vous avez plus de 50% des Israéliens qui diront oui, c'est très bien, il faut les punir. Il faut détruire non pas une maison, mais 10. Peut-être comme ça, ils comprendront. C'est l'attitude des Israéliens. Je ne suis pas sûr que l'aspect punition collective soit d'abord moral et puis être accepté par la justice. Il y a là quelque chose d'un peu étrange. Je veux dire, on punit finalement une famille pour le fait d'une personne isolée. C'est difficilement recevable. La question, est-ce que la famille a été un terreau favorable à ce que le terroriste en vienne à ces actes-là? On ne pourra jamais le prouver. Ils diront nous ne savons pas, nous n'avions jamais su. Il a tout simplement agi comme un indépendant. Mais il y a des terroristes qui peuvent se dire, même dans leur folie, on va dire entre guillemets, ils peuvent se dire si je sais que mon geste risque d'avoir une répercussion sur l'ensemble de ma famille et chasser ma famille. Mais mon prix à moi, ma récompense, c'est le paradis. C'est les 72 vierges qui sont là-bas. Qu'est-ce que je m'excuse, qu'est-ce que j'en ai à faire avec la maison? C'est quelque chose de terrestre. Il est vrai aussi que lorsque Mahmoud Abbas alloue une allocation mensuelle à chacune des familles terroristes, s'il vous plaît, cela n'a plus d'effet dissuasif. Toute décision israélienne n'a plus vraiment d'effet dissuasif. D'autant que ces maisons seront reconstruites dans les semaines qui suivent.
vraiment pas d'impact direct, je pense. Alors, quoi penser également de ce projet de loi en Israël qui est finalement tombé un petit peu comme un coup d'épée dans l'eau puisqu'il n'a rien donné, de retirer la sécurité sociale et une série d'autres mesures aux familles. On est en train de se tirer des balles dans les pieds. Quand vous donnez une carte d'identité à quelqu'un, une carte d'identité israélienne, est-ce que c'est possible de lui retirer sa sécurité sociale? C'est impossible. La Haute Cour de justice n'acceptera ça, jamais. C'est impensable. Retirer à quelqu'un sa nationalité, mais il faut que lui, selon la loi israélienne, il faut que lui demande à ne plus être israélien. Mais ce qui semble aberrant pour un certain nombre d'Israéliens, c'est que les femmes de certains terroristes, par exemple, continuent à percevoir des pensions, par exemple, après la mort du fameux terroriste. C'est le système. Donc il faudra que le juge au tribunal, une fois que le juge dit vous ne serez plus payé. Ça sera une des punitions, mais il ne peut pas le faire. C'est contre, je dirais, c'est contre il n'y a pas de constitution en Israël, mais c'est contre les lois de base d'Israël selon lesquelles je dirais, une attitude humanitaire. On ne peut pas punir aveuglément. Donc c'est un coup d'épée dans l'eau, il n'y a pas vraiment de façon administrative. Oui, c'est le reflet. Il faut retracer vous voulez vous débarrasser de ces Palestiniens, je m'excuse du mot débarrasser, ok, retracez les lignes. Dites, ils font plus C'est parvenir le à Jérusalem. reflet de la complexité du conflit israélo-palestinien. Et il est là, lorsque l'on est à Jérusalem, si l'on veut assumer le fait que Jérusalem est, comme le dit Netanyahou, comme le disent les autorités israéliennes, réunifiée, indivisible, alors il faut devoir tolérer ce genre d'imperfection à ce niveau-là, même si cela est choquant. Et c'est vrai que cela peut paraître choquant. Je peux comprendre tout à fait, même un ministre de l'Intérieur comme Eli Yishai qui avait initié une démarche pour priver les Palestiniens de ces Palestiniens-là, ces Palestiniens responsables de leur souveraineté, de leur citoyenneté israélienne. Je peux le comprendre, mais effectivement, devant la Cour suprême, devant la justice israélienne, ça a très peu de chances de passer. Mais vous savez, il y a des absurdes dans le système israélien. Vous savez que les prisonniers, dans leurs cellules, peuvent voter. Alors que, je dirais, dans le monde occidental, surtout aux États-Unis, ça n'existe pas, ça. Alors ça aussi, est-ce que c'est pas un système à revoir? On l'a vu, le frère bien sûr, de Kawasme, en l'occurrence, alors, au lieu de s'occuper de guerre intestine, il est grand temps de faire des réformes concernant le système israélien. Peut-être aussi que dans ces réformes-là, on arrivera à une formule où, effectivement, des gens qui ont attaqué l'État, qui ont tué et qui ont des terroristes ne devraient pas être récompensés par la suite. C'est certain, mais il faut tout refaire et non pas geler, je dirais, sur place et dire voilà, ok, les choses sont comme ça. Non, mais il faut tout simplement agir. Merci à vous pour ces explications, ce décryptage. Merci Jacques et Maurice. Daniel, on vous retrouve en deuxième partie d'émission. On parlera de ce vote français au Conseil de sécurité des Nations Unies. Eh bien, vous le savez, le coup de fil du ministère des Affaires étrangères israélien n'a pas tardé. Patrick Maisonnave, l'ambassadeur de France en Israël, est convoqué. Ce sera ce matin au ministère des Affaires étrangères. Qu'est-ce qui va lui être reproché? Que va-t-il se dire lors de cette réunion? On tentera d'y voir plus clair dans quelques instants. À tout de suite. Retour sur le plateau du Morning Day 24 News. Merci à vous de nous être fidèles avec moi sur ce plateau. Daniel Haïk qui est resté en notre compagnie. Michel Kishka qui nous a rejoint. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors on va commencer à résumer la semaine en images avec donc vos dessins et ce séisme. C'est avec cela qu'on va commencer. Au parti Chasse, le parti orthodoxe séfarade. Il y a beaucoup à dire cette semaine. En fait, tous les dessins de la semaine, ils sont sur Israël et autour d'Israël. Vous savez, c'est un dessin que j'ai fait avant la démission de Dérive. J'aimerais qu'on zoome sur Daniel parce que la réaction paye. Écoutez, je me suis dit, vous savez, moi je ne porte pas chasse dans mon cœur et je suis content qu'il y ait des remous à l'intérieur et je suis content qu'ils vont perdre aux prochaines élections. En tout cas, c'est ce que prévoient tous les sondages, qu'ils vont perdre de leur poids et qui vont être ramenés à leur juste taille. Et donc, je suis assez heureux de voir la débandade interne. Évidemment, j'ai fait ce dessin juste avant la démission de Derry, mais je n'y crois absolument pas à sa démission. C'est un homme qui est parti pour mieux revenir et il attend que tout le monde vienne le supplier à genoux et lui dérouler le tapis rouge pour qu'il revienne et c'est ce qu'il va faire. Mais Chasse va être tout petit
et il va être à sa juste taille. J'en suis personnellement très heureux. Donc je me suis dit, il faut que je fasse un petit dessin un peu choc, un peu choquant, très amusé. Et j'ai trouvé, non, parce que la manière dont les deux, Elisha et Aryeh Deri, se servent du Maran Ovadia Yosef comme d'un demi-dieu, c'est exactement ce qui se passe avec du côté de Chabad. Hein. Ils sont le miroir l'un de l'autre. Les uns sont séfarades, les autres ashkénazes, mais pour moi, c'est les mêmes. Et voilà, donc je me suis dit, je vais faire Dieu, je vais faire Adam avec l'autre derrière. Et il lui fait ce que je pense avec la main droite et il lui fait des oreilles avec l'autre main. Je pense que c'est une belle manière de me réjouir de ce qui est en train de se passer et je ne me suis pas retenu. Voilà. En tout cas, la transmission de la création ne passera pas cette fois. Ce qui se passe actuellement à Chasse n'est pas vraiment très propre. Mais ce qui est clair aussi, c'est que le rabbin Ovadia Yosef avait une envergure telle qu'il était capable de rassembler tous ses frères ennemis qui viennent d'horizons divers et qui avaient des intérêts divers. Et que une fois parti, eh bien, on voit finalement la haine jaillir d'un peu partout. Et j'avoue avoir été à la conférence de presse d'Eli Ishaï il y a 15 jours. On a vu rentrer des supporters d'Aryeh Deri qui sont venus le fustiger de manière très vulgaire et grossière. Quelque part, lorsque l'on porte une kippa, lorsque l'on est rabbin, lorsque l'on est des disciples de rabbins, on doit d'une certaine manière conserver une certaine dignité. Et même dans la controverse, on doit garder une certaine honneur, un certain kavod. Le kavod, c'est important dans la religion juive de respecter l'autre. Et là, quelque part, on voit que ça a totalement disparu, c'est totalement bafoué, balayé par les intérêts politiques. Mais on est quand même et je dois avouer que quelque part, Aryeh Deri, il faut le rappeler. Là encore, puisque l'on parle de ça, il faut rappeler qu'Aryeh Deri est un repris de justice. C'est un homme qui a déjà été condamné par la justice israélienne, qui a purgé pour corruption et qui a purgé 2 ans. Il a été condamné à 3 ans de prison, il en a purgé 2 dans une prison israélienne. Et quelque part, il faut poser la question, est-ce qu'un homme public, un homme politique qui a déjà fait de la prison peut revenir sur le devant de la scène et briguer à nouveau le soutien d'un électorat? Et il pensait aussi, puisqu'on parle de lui, parce que quand même, Chasse est un facteur important dans la politique israélienne depuis son existence. Il pensait prendre sa revanche en sortant de prison. Je pense qu'il l'a ruminé pendant 2 ans, chaque jour, 24 heures sur 24, et il est en train de tout perdre. Il est en train de tout perdre. C'est intéressant au niveau de la politique israélienne, mais moi, ça ne me peine absolument. Il va revenir ou pas, selon vous Ah non, il va revenir. De toutes les façons, tout ça, c'est... Aryeh Deri aurait pu postuler à un poste d'acteur à Hollywood. Il est très fort dans la matière. Il va revenir, puisque, démissionner de la Knesset, cela ne signifie rien lorsque la Knesset est dissoute, et il a officiellement présenté sa démission. De tous les députés qui ont dit on ira derrière et après Aryeh Deri, nous aussi on démissionnera, mais ça veut pas dire grand-chose en vrai. Il va revenir, et il veut revenir avec beaucoup plus de pouvoir, avec un pouvoir absolu, qui quitte même à balayer mettre de côté le conseil des sages de la Torah, et dire c'est moi qui suis, vous voulez que je revienne, c'est moi qui vais diriger, et je dirigerai à ma manière. C'est à peu près cela. Pour une fois, je ne suis pas d'accord avec toi. Il n'est pas bon pour Hollywood, il est bon pour Bollywood. Dans les opéras savants, les mélodrames opéras savants en 5000 épisodes. Allez, peut-être un autre mélodrame. En tout cas, on s'intéresse à la droite. Rien de nouveau ou presque sous le soleil. Absolument, voilà. Éric Maria-Remarque a écrit à l'Ouest rien de nouveau sur la guerre de 14-18. Moi, je dis à la droite rien de nouveau. Donc, on voit d'ailleurs la gueule réjouie de Bibi Netanyahou. Qui a soi-disant gagné les primaries au Likoud, genre c'est un scoop, comme si on s'attendait à ce que ce soit quelqu'un d'autre. Et voilà, il a à côté de lui des ministres, des futurs ministres, des ministres actuels, des prétendants ministres. Je ne vais même pas dire leur nom, parce que tant qu'il n'y a pas eu les élections, c'est pas la peine que j'encombre nos téléspectateurs avec des noms qu'ils vont oublier. Mais n'empêche, voilà, Bibi brandit son drapeau national en disant le Likoud, sans Feiglin, c'est la nouvelle gauche. Voilà, il pense avoir une liste modérée. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait le cas. Et puis voilà, il dit youpi, on voit comme c'est la grande joie. On va voir ce qui va se passer, parce que vraiment, tout commence maintenant finalement. Rien n'est gagné. Et le fait que Feiglin ne soit pas dans cette liste-là, ça ne veut pas dire que Netanyahou n'est pas menacé par sa droite, c'est-à-dire Bennett. Et on a encore des surprises, bonnes ou mauvaises, ça dépend des opinions de chacun.
il y a des surprises. Pour moi, elles vont toutes être mauvaises si ça continue comme ça. Et voilà, les choses sont dites. Alors voilà, Netanyahou, avec sa tête un petit peu des mauvais jours, il y croit lui-même ou pas trop finalement? Il faut espérer qu'il y croit, mais quelque part, cette liste avec des visages qui reviennent d'année en année ou de consultation en consultation, eh bien, c'est le reflet, c'est peut-être même déjà le prélude, l'indice qui présage d'un possible échec. Même si, effectivement, d'après les sondages, Benyamin Netanyahou reste puissant et la droite israélienne reste en force, eh bien, il y a quelques indices qui ne trompent pas. Quelque part, on a le sentiment, cette usure du pouvoir, et on a le sentiment de cette morosité de la part même de l'électorat du Likoud. Quelque part, ça doit se traduire le jour des élections. Le 17 mars, il faudra voir exactement quels seront les résultats. Est-ce qu'il n'y a pas véritablement quelque part... Là, vous savez, il n'y a pas de figure nouvelle, pas de stars qui viennent. C'est le reflet déjà d'un parti qui est épuisé, qui est fatigué, qui est essoufflé. Je suis entièrement d'accord avec Daniel. Là, vraiment, absolument. C'est tout à fait... Non, mais quand on voit aussi le nombre de... Quelle est finalement la représentativité de cette équipe de basket, là, puisqu'ils sont 5, qui sont les 5 premiers de la liste. Ils ont été élus par quelques dizaines de milliers de membres du parti. Ça ne représente pas Israël, ce n'est plus Israël, c'est autre chose. Bon, mais c'est quand même une forme d'élection démocratique. Il faut rappeler que, oui, tout simplement, dans les partis comme celui de Yair Lapid, Avigdor Lieberman, il n'y a même pas d'élection primaire. C'est-à-dire c'est le tout-puissant chef du parti qui désigne la liste de manière tout à fait... Faut pas trop demander dictatorial, faut pas trop demander à Lieberman non plus, Daniel. Allez, on passe au dernier dessin, puisque cette semaine, et on va largement en reparler, elle a été aussi marquée par le rejet de la résolution palestinienne au Conseil de sécurité de l'ONU, avec ce dessin très intéressant. Oui, parce que voilà, on est finalement, avec les Palestiniens, on est au bout d'une voie sans issue. Soit on va dans le mur, soit on va dans le vide, et c'est exactement... Je pense que Bibi va dans le mur, actuellement, avec sa politique des dernières années, et les Palestiniens, ils vont dans le vide, parce que ça a été une fameuse claque, ce qu'ils ont reçu à l'ONU. D'un autre côté, ils veulent être reçus à la Cour pénale, ce qui ne va pas du tout faire avancer le schmilblick. Et finalement, voilà, il y a une direction qui indique 2 États, résolution 242 du Conseil de sécurité et frontière de 67. Si c'est pas ça, c'est marche arrière. Et marche arrière, c'est tomber. Alors c'est une manière d'essayer de montrer que Palestiniens et nous, on est embarqués dans un 4x4 sur une mauvaise voie, et que si ça continue comme ça, on n'ira pas loin. Voilà. Et comme sur les taxis, souvent il est marqué occupé. Là j'ai mis occupé, mais je sous-entends territoire, évidemment. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, l'année vient de commencer, il y a des gens qui sont encore dans le hangover du réveillon. Alors j'explique ce dessin pour ceux qui ne seraient pas bien réveillés. Alors l'année vient de commencer, il y en a qui sont convoqués ce matin au ministère des Affaires étrangères, qui ont reçu un coup de fil il y a 2 jours pour parler du vote de la France. Je pense notamment à l'ambassadeur de France en Israël, qui devra répondre ce matin, dans quelques heures, du vote de l'Hexagone au Conseil de sécurité, du vote pour la résolution palestinienne. Alors, nous, on a essayé de parler à Patrick Maisonneuve, l'ambassadeur français en Israël. Il n'a pas tellement voulu réagir. Il n'a pas tellement voulu réagir pour ses propres raisons. Espérons qu'elles sont bonnes, mais effectivement, il faut s'interroger et savoir pourquoi, finalement, il y a eu ce retournement de situation de la part de la France, qui avait promis de voter contre cette résolution et qui, finalement, s'est aligné sur une résolution qui est maximale et une résolution radicale de la part des Palestiniens qui était déposée par les Jordaniens. Il faut essayer de... c'est pas la première fois qu'il y a eu une espèce de volte-face. Oui, il y a eu déjà, on a vu que la France avait aussi soutenu à l'époque de Sarkozy, donc c'était pas c'est gauche et droite en même temps. À l'époque de Sarkozy, on a vu que la France avait soutenu, avait cautionné l'entrée de l'État de Palestine à l'UNESCO. Il faut essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé. Alors, il y a peut-être plusieurs explications. En tout cas, la première est que finalement, les Palestiniens ont pris une initiative. Ils voulaient aller jusqu'au bout de cette initiative. Ils sont allés jusqu'au bout. Mahmoud Abbas peut se tourner vers son opinion publique et dire « Je suis allé jusqu'au bout de cette initiative unilatérale parce qu'il fallait faire quelque chose. Maintenant, je remets ce dossier à d'autres. » Et donc, après qu'il y ait un étiquetage de la résolution du rejet sur le compte des Palestiniens, de prime abord, c'est un échec pour les Palestiniens, mais finalement, les Palestiniens peuvent eux-mêmes d'abord relancer une nouvelle demande, proposer à nouveau une nouvelle résolution, mais surtout, ils peuvent
confier ce dossier à un autre pays, et quel autre pays mieux que la France qui a soutenu, qui est la grande puissance membre permanent du Conseil de sécurité, qui a soutenu cette résolution pour essayer de proposer, alors cette fois-ci, une résolution qui soit un peu plus modérée, qui parle de négociations sur 2 ou 3 ans et qui, d'une certaine manière, pourrait recevoir l'aval de plus de 9 membres du Conseil de sécurité. Il faut savoir que hier, le 1er janvier, il y a eu des changements dans la formation, la composition du Conseil de sécurité. Il y a des membres qui sont rentrés, qui sont plus favorables aux résolutions palestiniennes, et la France peut s'aider de ces membres pour faire voter, même sans le veto américain, c'est-à-dire peut essayer d'obtenir une majorité, de dire voilà une résolution, votons pour une résolution plus modérée de reconnaissance d'un État palestinien, mais dans le cadre de négociations, sans qu'il y ait de véritable initiative unilatérale. C'est peut-être une volonté de la France de reprendre le flambeau et peut-être même face aux États-Unis. Alors j'aimerais bien qu'on revienne à l'instant sur cette convocation de l'ambassadeur ce matin au ministère des Affaires étrangères. Est-ce que ça va changer quelque chose? Qu'est-ce qu'il va se dire concrètement? Parce que la Suède, elle avait aussi été convoquée. Ça fait partie des démarches qui veulent exprimer la colère des autorités israéliennes envers la France. C'est-à-dire il y a une colère et une volonté peut-être de comprendre, d'essayer de comprendre, de solliciter une explication de la part de l'ambassadeur, et il faudra voir quelles seront les explications que l'ambassadeur fournira aux Israéliens. Et puis il y a peut-être aussi un autre élément, on en avait parlé lorsqu'il avait été question du vote de l'Assemblée nationale en faveur de la reconnaissance d'un État palestinien. Il y a certains députés français qui s'étaient exprimés en la sorte. Il y a peut-être aussi une volonté de la part des Français de se rapprocher de leur électorat, on va dire musulman, à l'approche des élections de 2017 pour la présidence. Stratégie de la part des Palestiniens, volte-face de la part de la France, avec une stratégie politique aussi en interne? Je pense que dans ce que Daniel vient de dire, je fais un parallèle tout à fait différent. Vous savez, je ne sais pas si on le sait ou si on l'a suffisamment dit, mais le Hamas était opposé à la présentation de cette motion de l'autorité palestinienne au Conseil de sécurité. Donc voilà, dans la même mesure... une communion d'intérêts entre Israël et le Hamas. Non, c'est pas ça que je veux dire, mais je veux dire dans la même mesure où, évidemment, peut-être que la France aimerait reprendre un peu le flambeau, disons, d'un activisme plus grand dans les recherches de solutions de ce conflit face aux États-Unis. C'était un peu ce qui se passait à l'époque de Bush et de Chirac, cette opposition Amérique-France. Il se passe à l'intérieur de l'autorité palestinienne des choses tout à fait semblables. On aurait pu imaginer quand même que le Hamas soutiendrait cette demande de Abbas, et je pense que Abbas, il a quand même 2 ennemis. Et il est en difficulté de pourparler avec les deux. Il y a le Hamas et il a nous-mêmes. Et il est en train d'essayer de faire le mieux qu'il peut avec les qui dans son jeu. Et je ne soutiens pas du tout toutes les démarches que l'autorité palestinienne fait, puisque de toute façon, il n'y a pas de solution unilatérale possible à ce conflit. Alors c'est vrai que jusqu'à présent, peut-être que comme beaucoup d'autres qui ont quitté la politique israélienne dans les dernières élections, peut-être que Abbas désespère de voir, en tout cas dans son mandat, ou peut-être même de son vivant, une avancée. C'est possible. Et c'est pour ça qu'il fait appel à la Cour pénale, etc. etc. Mais ça n'ira jamais loin. Ça n'ira jamais loin, parce que la moindre plainte que les Palestiniens poseraient à cette Cour pénale contre crimes de guerre en Israël, on a le boomerang. Il y a eu tellement de crimes de guerre des Palestiniens contre Israël que ça ne va pas faire avancer le schmilblick, mais ça prouve une chose, à quel point le dialogue est totalement arrêté et à quel point Israël est totalement isolé. Ça, c'est grave. Il risque aussi d'être rompu plus ou moins, ou en tout cas lourdement refroidi, ce dialogue entre la France et Israël, ces relations entre la France et Israël. Écoutez, je ne suis pas prophète, je ne sais pas exactement comment cela va se développer, mais effectivement, cela crée un climat de tension entre la France et Israël. C'est-à-dire, si la France avait d'emblée annoncé qu'elle était favorable à la résolution, peut-être que l'on aurait pu le comprendre. Mais ce retournement de situation à la dernière minute, quasiment, eh bien, c'est difficilement explicable. Il faut espérer que Patrick Maisonneuve ait des arguments percutants pour essayer d'expliquer la position de la France. Mais concernant les Mahmoud Abbas désespérés, je n'y crois pas. C'est un peu comme Arié Deri.
Mahmoud Abbas a aussi la démissionnade facile. Dès qu'il voit que ces initiatives n'aboutissent pas, alors il menace de démissionner, il menace de dissoudre l'autorité palestinienne. C'est un peu le même cinéma qu'Arié Deri, mais finalement Mahmoud Abbas continue. Il fait de manière diplomatique, il mène un combat diplomatique, alors que le Hamas mène un combat, on va dire terroriste. L'autorité palestinienne essaye de faire aboutir ce combat. Merci messieurs. En tout cas, on suivra de près cet entretien entre le ministère des Affaires étrangères et Patrick Maisonnat va suivre. Restez avec nous. On se posera la question de voir les passerelles bientôt emblématiques de Mark Nimran en Israël ou pas. Réponse dans un instant. À tout de suite. Retour sur le plateau du Morning d'I24 News. Nous sommes ensemble pour une dernière heure d'édition. Avec moi sur ce plateau, aujourd'hui, on va parler de choses particulièrement intéressantes puisqu'on va parler d'architecture israélienne. Nous recevons sur ce plateau l'architecte Mark Nimran. Bonjour, merci de nous faire l'honneur d'être venu ce matin, accompagné de Marie Sheikh. Bonjour Marie. On parlera plus tard de votre habit d'aujourd'hui, savoir pourquoi vous n'êtes pas venu en noir ce matin, ça m'intéresse plutôt. Et Betsabé qui est avec nous. Betsabé toujours en couleur et rayonnante comme d'habitude. Alors Betsabé, 5 clics, 5 infos aujourd'hui, votre premier clic. Et vous allez jouer Madame Soleil. Eh bien, c'est une prédiction des événements à venir en 2015. Oui, alors je ne lis pas encore complètement dans l'avenir, je vous rassure. Mais CNN, comme bon nombre de médias aujourd'hui, s'est amusé ou pas à nous raconter notre année 2015 avec pas mal de mauvaises nouvelles. Nathalie, par exemple, Daesh est bien installé pour les mois à venir. L'une de ses rares faiblesses sur lesquelles on peut peut-être essayer de compter, c'est la difficulté que va avoir le groupe à gouverner en fournissant des services sociaux, de l'eau, de l'électricité. Or, dans les villes dont Daesh s'est emparé, bien comme à Mossoul, il a montré qu'il n'y parvenait pas vraiment. Une autre mauvaise nouvelle, les Russes vont avoir une année pénible, nous dit CNN, avec une combinaison toxique entre les sanctions occidentales d'une part et l'économie russe qui flanche. Alors que va faire Poutine? Est-ce qu'il va s'entêter, se rapprocher de l'Inde, de la Chine, ou alors est-ce qu'il va finalement penser que peut-être le dossier ukrainien n'en vaut pas la peine? Une question par contre qui reste complètement ouverte cette année, y aura-t-il un accord sur ce dossier nucléaire iranien, sachant que le prochain terme c'est juillet et que le président Rouhani comme le président Obama ont très envie, tous les deux quand même, qu'un accord soit signé. Alors on va reparler de l'Iran dans quelques instants et vous parliez de l'État islamique, Betsabé, une information qui vient de nous parvenir et qu'on manie avec précaution. C'est cette information de la chaîne Al-Mayadeen selon laquelle l'État islamique aurait exécuté le pilote jordanien. Je vous le rappelle, il a été capturé la semaine dernière. L'information vient de nous parvenir. Toujours selon ce journal proche du Hezbollah, le pilote aurait été exécuté. On continue donc à parler de l'Iran. De l'Iran, oui, où les hospitalisations dues à la pollution se multiplient, écrit RFI. En France, vous savez que Téhéran était l'une des villes du monde les plus polluées. Plusieurs centaines de personnes ces dernières semaines ont été concernées à Téhéran, donc qui est une cuvette en altitude entourée de montagnes, et puis plusieurs autres grandes villes. Alors des problèmes respiratoires, des problèmes cardiaques, des centaines d'admissions, des centaines aussi d'interventions d'urgence dans Téhéran. Alors pour l'heure, les autorités n'ont pas réagi, mais elles envisageraient une circulation alternée et la fermeture des écoles. En attendant, les personnes âgées sont invitées à rester chez elles. Voilà, alors en direction la Russie à présent, avec une information, Marc, qui va peut-être vous intéresser, l'arrivée en 2018 d'un train bien particulier. Alors c'est un train, je ne sais pas si ça va vous intéresser, j'espère pas trop, un train terrifiant nucléaire qui devrait croire le blog Foxtrot Alpha, spécialiste des questions de défense, être opérationnel en 2018. On se croirait dans un vieux film de James Bond, écrit Slate. Le système de missiles de combat ferroviaire, c'est comme ça qu'il est appelé par l'armée russe, est en quelque sorte un système de missiles balistiques de sous-marins nucléaires, sauf qu'il est dehors, qu'il est beaucoup moins cher et qu'en plus il est difficile à repérer parce que ce fameux train se confond avec un train de marchandises. On parle concrètement de 5 trains, Nathalie, chacun capable de transporter 24 têtes thermonucléaires, chacune capable de rayer une grande ville de la
planète. Oui, effectivement, ça refroidit tout de suite question architecture. Alors, on espérait presque que l'économie russe continue à s'effondrer et que le chef du Kremlin n'ait plus de budget de ses ambitions, Nathalie. Ouais. Allez, résolution santé pour l'année 2015. Voilà, ça nous vient du Figaro et ça m'a plu parce que pour une fois, on ne nous demande pas d'aller courir tous les matins avant d'aller bosser ou d'arrêter de fumer. C'est déjà une bonne nouvelle. Non, sont des bonnes idées comme utiliser notre cerveau. Ça aide la mémoire à vieillir moins vite. Faites des mots croisés, par exemple. Ouvrez les fenêtres pour aérer tous ces allergènes qui circulent chez vous, les polluants 10 à 15 minutes matin et soir. Rangez votre smartphone et sortez un bouquin. Le téléphone est source de stress. Alors attention aux bouquins numériques. Apparemment, ça perturbe le sommeil. Et puis, sans pour autant courir, il est important de ne pas trop rester assis. Donc même quand on travaille, on pense à être debout. Attention, passer quelques heures de la journée debout permettrait même de réduire jusqu'à 34% le risque d'insuffisance cardiaque. Tout le monde se redresse dans le plateau. Marc, quand vous travaillez, quand vous concevez vos passerelles et vos ponts, est-ce que vous travaillez debout ou assis ? Plutôt assis, mais sur les chantiers, on a beaucoup l'occasion d'être debout. Et puis j'essaie de faire du yoga, ça me détend. Ça aide, souvent. Allez, on finit avec l'histoire d'un chat italien. Ouais, alors, non, en fait, il n'est pas italien, je m'étais trompée, pardonnez-moi, Nathalie. En fait, c'est parce que l'histoire est racontée dans la Stampa en Italie. Alors, en général, je parle pas trop vraiment de chat, mais Rudy n'étant pas là ce matin, je me suis sentie dans l'obligation de raconter l'histoire de ce chat. En fait, ses maîtres ont déménagé, ça se passe aux États-Unis, et en fait, le chat qui a eu peur s'est caché dans un sommier. Bref, il y a eu un avis de recherche qui était lancé, le maître était désespéré. Finalement, le chat a été retrouvé 10 jours plus tard. Ils ont réussi dans une autre ville à le repérer. Ils ont mis des sardines à l'huile et des vêtements venus de chez eux. Voilà, une dame l'a repéré. Ils ont réussi à attraper 10 jours, maigri, blessé, mais tout va bien. Tout une histoire qui finit bien. C'est de la news. Merci. Exactement. Betsabe. En revanche, une actualité que j'aimerais préciser, c'est cette information concernant le pilote jordanien. La Jordanie vient de démentir, donc on ne sait pas encore véritablement où on en est sur cette affaire, mais c'est en tout cas à suivre. Allez, on va parler d'art à présent, mais juste avant de passer à l'architecture, à l'art en Israël, en Chine, au Maroc, en France et à travers le monde, on va parler de l'art en Irak. Un groupe de jeunes artistes a décidé d'éduquer les enfants et le public en plein air, et ce malgré la pression et le conflit. Sandy Fortis. Un groupe d'artistes irakiens tente de promouvoir l'art, ou plutôt l'amour de l'art. Surnommé le groupe sumérien, 4 artistes proposent des cours gratuits dans les rues de Bassora. Objectif, pousser la population à être plus créative. Le groupe sumérien a été formé pour promouvoir l'esprit artistique auprès des familles de Bassora. On peut amener l'art dans les rues de Bassora, abolir le sectarisme et pousser les enfants à abandonner leurs armes en plastique pour venir peindre avec nous. Depuis quelques semaines, le rendez-vous est pris tous les vendredis soirs dans ce parc public de Bassora. C'est grâce à des annonces sur Facebook que le groupe a fait connaître son initiative et ça a l'air de marcher. Nous ne sommes que des amateurs. On profite des compétences des artistes pour améliorer notre technique. Depuis la chute de Saddam Hussein en 2003, tous les programmes artistiques subventionnés par le régime pour glorifier la nation et son dictateur ont été supprimés. L'éducation artistique n'est désormais plus d'actualité dans les salles de classe irakiennes. Ici, les enfants ne savent que lire et écrire. Ils apprennent la science, les mathématiques, la religion islamique et la langue arabe, mais pas l'art. Ils ne connaissent rien à l'art. Je veux vraiment le leur transmettre. Les enfants sont opprimés à la maison et à l'école. Soit ils travaillent, soit ils sont sur Internet. Où est l'art dans tout ça ? Au-delà de passer des moments agréables et de partager leur passion, les artistes du groupe sumérien et leurs apprentis espèrent que cette initiative attirera l'attention des responsables de Bassora et qu'elle encouragera les autorités à ouvrir une structure pour l'éducation culturelle dans la ville. L'hiver approche et il sera bientôt impossible pour nous de nous réunir dans le froid et sous la pluie. Nous avons vraiment besoin d'écoles où nous pourrons perfectionner nos techniques et développer notre talent. Un appel qui sera peut-être entendu et qui permettra à la population de Bassora de rejoindre la longue lignée d'artistes de l'histoire du pays. Alors on
continue justement dans le domaine de l'art, de l'architecture, de l'ingénierie, enfin un peu tout. Marie, je voudrais savoir d'abord pourquoi spécialement ce matin, en l'honneur de la nouvelle année, vous n'êtes pas venue en noir, parce qu'on en parle souvent de ces habits sombres que vous arborez toujours au cours de nos émissions. Tout à fait. Alors c'est une décision. Année 2015, c'est l'année du bonheur, de la couleur et de l'optimisme. Voilà, c'est une résolution. C'est pas par hasard. Comme ça, c'est fait. En tout cas, c'est très joli et ça vous sied particulièrement bien. Alors, Marc Mimran, il est architecte et ingénieur. Je parle de vous à la 3e personne. Pour vous, c'est un artiste ? Pour moi, c'est d'abord mon voisin et mon ami. C'est un honneur. Et oui, c'est un artiste... c'est-à-dire, c'est un artiste dont on vit. On marche sur ses ponts, on rentre dans ses buildings. Il nous change notre being. J'habite en Israël et il y a très peu de bâtiments que je sache encore. J'espère qu'il en fera beaucoup. Mais je pense que le rôle d'un architecte aujourd'hui, c'est le rôle d'un philosophe. C'est le rôle de celui qui change notre vie au quotidien. Et connaissant bien Marc, vous allez vous aussi le connaître, vous verrez que toute la gentillesse et la douceur du monde entier est inculquée dans ces bâtiments. Justement, Marie, de préciser gentillesse et douceur, puisque c'est l'un de vos axes principaux finalement, rendre les infrastructures en Israël plus généreuses. Mais ça veut dire quoi ? Plus généreuse, c'est-à-dire plus attentive. L'infrastructure, c'est un bien partagé. C'est souvent considéré comme nécessaire, mais c'est tout, quoi. Comme un niveau fonctionnel réduit. Et là, il faudrait les transformer en quelque chose de plus généreux, ouvert au monde, qu'on puisse traverser. L'infrastructure, elle sert dans une direction, elle coupe dans l'autre. L'exemple le plus frappant, c'est à Ayalon. Ayalon. L'autoroute israélienne. Qui est comme un périphérique. Il sert dans la direction nord-sud, mais dans la direction est-ouest, il coupe Ramat Gan de Tel Aviv. Il faut rejoindre toutes ces parties de la ville. Il faut coudre un peu la ville. Il faut la rendre un peu plus généreuse, c'est le mot que j'emploie, de part et d'autre. Il faut la rassembler, il faut l'unir. On a toujours tendance à dire que les Israéliens, ils partent un peu au plus pressé dans leur construction. Ils ne s'intéressent pas forcément au fond et à l'aspect philosophique, à l'aspect plus psychologique dont parlait Marie il y a quelques instants. Est-ce que c'est ça que vous aimeriez insuffler? Il faut retrouver un peu de plaisir du lieu, être ensemble autour de la chose commune. Et puis, c'est important de considérer que ça n'est pas simplement un mal nécessaire. Mais si vous considérez que c'est un bien partagé, alors on peut considérer que c'est une part de l'espace public. Donc, se mettre ensemble autour des infrastructures et autour de la ville. La ville de Tel Aviv a été fondée autour d'un regard très particulier de l'espace partagé. Guédès, le plan d'origine de Tel Aviv, est un plan très hiérarchisé avec des grandes rues, mais aussi des petites rues, des systèmes circulatoires très sophistiqués. Il faut retrouver un peu de cet amour. Et est-ce que vous sentez ce répondant-là en Israël? Vous avez travaillé dans plusieurs pays, en Chine, vous avez travaillé au Maroc, en France énormément aussi. On va revoir vos travaux. Est-ce que vous sentez en Israël une réticence ou au contraire une demande à ce genre d'évolution? Et comme vous le dites, très justement, il faut pareil au plus pressé, mais la différence, c'est qu'il y a des pays dans lesquels, je pense à la Chine, parce qu'on travaille depuis 10 ans en Chine, et en Chine, ils ont compris qu'un ouvrage d'art, un pont, une passerelle, une infrastructure pourrait être symbolique de la ville. Enfin, on a souvent considéré jusqu'alors que les bâtiments étaient symboliques. Moi, je pense que l'espace public est devenu symbolique, puisque c'est l'espace partagé. D'ailleurs, en Israël, vous avez la place la plus importante, c'est la place Rabin. C'est un espace public. C'est pas un bâtiment, c'est être ensemble, c'est permettre aux gens de se retrouver. Et puis, comme je le dis souvent, c'est l'espace de la démocratie, puisque les gens s'y retrouvent. Alors justement, on va voir comment tout cela s'exprime à travers vos travaux. Il y a les images qui défilent et qu'on va regarder ensemble. Alors ça, c'est à Strasbourg. Voilà, je vous laisse commenter vos différents Ça, c'est des ouvrages que l'on a fait en Chine. C'est un pont flottant qui a l'air d'être flottant, mais qui se fait sur une ville nouvelle, petite ville nouvelle de 11 millions d'habitants. Donc c'est l'idée de retrouver la nature et de retrouver le cadre de cette géographie un peu artificielle. Il faut retrouver le local. Il faut retrouver les situations du lieu pour exprimer ce lieu. La transformation, elle passe par là. Et mon hypothèse est assez simple, c'est que l'architecture est un art de la transformation en général et de la transformation du lieu en particulier. Donc il faut se donner les moyens de le faire. Alors je sais que les ponts, les passerelles, ça a une connotation particulièrement symbolique. Oui. Et puis ici en Israël, ça prend aussi un sens particulier. Je vais reprendre une phrase que vous avez dite et que j'ai retrouvée sur l'un des articles que vous avez écrit. Le pont n'est pas un simple franchissement, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. La route n'est pas un ruban d'asphalte accueillant un flux migratoire. C'est redonner du sens, de la générosité, comme vous le disiez, à
à ces œuvres communes qu'on emprunte tous les jours. Oui, et puis faire en sorte qu'on s'y retrouve. Vous savez que plusieurs fois, je me suis trouvé dans des situations où on a franchi les frontières. On a construit une passerelle entre la France et l'Allemagne. C'était vraiment une frontière. Et bien là, on s'est rendu compte qu'à ce moment-là, les gens se retrouvaient au centre d'un dispositif géographique qu'ils croyaient les opposer et en fin de compte qui les rassemble. Mais les frontières, elles sont partout. Souvent des frontières sociales. Entre Rabat et Salé, c'est la ville des pauvres et la ville administrative. Quand on franchit, je me souviens d'un enfant qui est venu me voir. Je n'habite plus du côté de la cité, j'habite du côté du Stade de France. Vous voyez, c'est cette idée que soudain on peut changer d'adresse. Et dans tous les sens du terme. J'ai une question. Quand on parle d'architecture, on parle de bâtiments, on parle d'acier, on parle de choses très massives. En fait, vous essayez de transmettre des messages beaucoup plus abstraits, je dirais, à travers ces matériaux. C'est intéressant. Les matériaux, eux aussi, ont un symbole et un message à transmettre. Oui. La matière permet de penser. La matière est un outil de la pensée, pas simplement un outil de la construction. Elle permet aussi de révéler des situations, se dégager du sol, être en lévitation. Quand on a construit la passerelle Solferino à Paris, on s'est dit qu'il fallait être entre le ciel et l'eau, ouvrir une fenêtre sur le ciel, être dans des images un peu plus poétiques par rapport à la ville. Et souvent se trouver un lieu être en balcon sur la ville, trouver des situations qui permettent de s'ouvrir et de se mettre en relation avec elle. Pas s'absenter, s'abstraire de l'abstraction de la ville, vous voyez, cette idée qu'on pourrait être en dehors d'elle-même. Juste servir la ville. Il ne faut pas servir la ville, il faut être au service de cette ville. Et voilà, matière à réflexion en ce début de matinée. Merci beaucoup, Martine Brandal, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci, Marie, de nous avoir permis de le découvrir, en tout cas, ici sur i24 News. Betsabé, on vous rejoint dans quelques instants, puisqu'on va parler d'un sujet qui touche toutes les mamans, finalement, et tous les papas, bien évidemment. Comment nourrir nos enfants, comment leur dire non, quand leur dire non pour manger sain. On tente d'y voir plus clair dans un instant. Fin du Morning sur i24 News. Nous sommes ensemble pour notre chronique santé. À présent, avec moi sur ce plateau, Paula Brahmi Amar. Bonjour, vous êtes médecin nutritionniste. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin aux côtés de Betsabé Salem, Laetitia Loreni. Bonjour, on va parler cinéma dans quelques instants avec vos pronostics et vos conseils pour l'année 2015. Mais avant tout, une question: comment nourrir nos enfants? Quand leur dire non? Faut-il les obliger à manger sain? Ce sont des questions qui assaillent souvent les parents, notamment pendant les fêtes qui viennent de passer, avec les bûches, les beignets, les autres pâtisseries dont on est tous particulièrement friands. Alors Betsabé, vous allez tout nous dire sur les choix qu'on a à faire, ceux qui sont bons, ceux qui le sont moins. Voilà, j'ai fait une petite introduction et puis je pense que Paula se chargera de nous donner des idées un peu plus claires. L'idée, c'est de prendre soin de la santé de nos enfants, on l'a bien compris, et donc par la même occasion de faire attention à leur poids. Alors je vous propose de faire un petit point rapide sur ce dont les enfants ont besoin. Ils ont besoin de fer, bien sûr. Le fer, ça se trouve notamment dans la viande. Ils ont besoin de calcium, de beaucoup de calcium qui se trouve dans les produits laitiers. Ils ont besoin de vitamine D qui se trouve notamment dans les poissons gras comme le saumon. Ce dont ils n'ont pas forcément besoin. En revanche, on s'en serait douté, eh bien, pas mal de produits allergènes qui circulent, notamment en Israël. On a beaucoup de ces petits snacks à base d'arachide qui ne sont pas forcément très bons pour la santé. Il y a le sucre, évidemment, en très grande quantité. On n'en a pas besoin, les enfants n'en ont pas besoin. Et puis tous ces plats frits dont ils raffolent, sinon ce serait trop facile, les chips, poissons et autres poulets panés, les beignets qu'on a eu notamment aussi à Hanouka. Et puisqu'on parle santé et poids, on n'oublie pas que les enfants ont besoin de sortir, de bouger. D'ailleurs, la vitamine D, pour être bien absorbée, a besoin de
soleil. Faites attention donc à la sédentarité. Vous voyez ce dessin, d'ailleurs c'est vous Paula qui me l'avez fait passer. On insiste beaucoup sur la télé qui est l'ennemi de la bonne santé des enfants quand même. Alors plusieurs questions, notamment est-ce qu'on a le droit de manger devant la télé? Ça on le verra un petit peu plus tard, mais je voudrais revenir sur un des points qu'a évoqué Bethsabée, les laitages. Il y a une polémique en Israël qui tend à donner de moins en moins de produits laitiers aux enfants, puisque le lait de vache finalement ce serait pas forcément aussi bon que ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, je ne suis pas totalement contre, dans la mesure où on sait que le lait de vache est censé nourrir le veau. Voilà. Maintenant, le lait de vache apporte effectivement l'essentiel du calcium. Tous les produits à base de lait de vache apportent l'essentiel du calcium qu'on doit avoir dans la journée. Le problème, c'est qu'on absorbe... c'est certain, c'est pas c'est certain, mais on en absorbe... producteurs de produits laitiers, c'est pas... Mais on en absorbe malheureusement que 30 à 40% de ces produits laitiers issus du lait de vache. Donc ça, c'est un problème. Maintenant, je pense que les enfants sont particulièrement friands des produits laitiers parce qu'ils sont nourris avec ça depuis qu'ils sont tout petits. Donc... à partir du moment où il n'y a pas de réaction allergique, il n'y a pas d'intolérance au lactose, ce qui est quand même relativement fréquent. Il y a beaucoup d'enfants qui sont de plus en plus intolérants au lait de vache. Alors, on leur donne des laits de substitution, des laits de soja, ce qui n'est pas forcément non plus une super idée. Et puis, on a un problème, c'est que les vaches ici sont nourries aux hormones. Et ça, c'est un petit peu compliqué à gérer. Voilà, ça, on a des problèmes. Pourquoi c'est pas une bonne idée, le lait de soja? Parce que il y a dedans des flavonoïdes qui sont comme dans le vin. Non, ça c'est une bonne chose, mais qui ont... Il ne faut pas leur donner. Mais on dit surtout qu'il y a une fonction œstrogène-like. C'est-à-dire qu'on risque de provoquer une puberté précoce, notamment chez les petites filles. Ceci dit, on n'a pas prouvé non plus que de donner du lait de vache, c'était pas en partie lié à ça. Alors voilà, bon, donc on a le droit encore jusqu'à on a le droit qu'on n'ait pas le droit et que c'est dangereux. Alors, on peut alterner aussi peut-être. On peut alterner, on peut proposer d'autres laits, d'autres produits. Il y a le lait de riz, le lait d'avoine, le lait d'amande, exactement. Ouais, pas forcément, parce que le problème aussi, c'est pas très bon. Moi, les miens, c'est pas toujours très bon, mais c'est bien, c'est que vous leur avez proposé, c'est que vous devez l'aimer. Et voilà. Je ne répondrai pas. Alors c'est ça le problème, c'est qu'on ne choisit pas forcément ce qu'ils mangent. Voilà, alors a priori ces besoins nutritionnels dont on a parlé, ils sont couverts en vitamines, en minéraux si les enfants acceptent une alimentation variée, sauf que, eh bien Nathalie, vous le savez comme moi, eh bien le problème c'est qu'à partir de l'âge de 2 ans, eh bien cette fameuse purée orange de carottes avec quelques haricots verts hachés, eh bien on vous la renvoie à la figure avec un grand sourire, avec un doigt pointé vers le frigidaire qui crie gâteau. Alors on se retrouve à devoir hésiter entre des aliments très sucrés, très chimiques, très gras, en se demandant quel est le moins pire. Surtout en Israël, il fait chaud 8 mois de l'année. Donc à la sortie de la crèche, de l'école, on veut une glace. Alors là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais acheter un Esquimau qui est plein de sucre et plein de produits chimiques, mais qui au moins ne contient pas de mauvaise graisse? Ou alors est-ce que je vais pencher vers la glace qui, elle, est peut-être moins sucrée, mais aussi chimique et elle est grasse, mais on se dit peut-être dedans il y a des vagues traces de calcium dans cette crème et dans ce lait. Et puis cette question qui taraude, est-ce que je cède quand toutes les heures et demie il veut manger quelque chose pour pas ne créer de frustration, d'obsession, ou alors est-ce que je dois tenir bon? Est-ce qu'on doit mettre des limites au risque que l'enfant se braque et refuse ensuite tout ce que vous leur proposez? Réponse providentielle, s'il vous plaît, Paula. Est-ce qu'on doit céder ou au contraire, est-ce qu'on doit tenir bon? Alors, je dis que, moi je pense qu'on est très bons parents quand on cède de temps en temps et qu'on est aussi très bons parents, surtout quand on refuse. L'enfant doit absolument grandir avec des limites. Et c'est aussi vrai dans son éducation générale que dans son alimentation. Mais alors du coup, est-ce qu'il faut privilégier, dire par exemple, voilà, le soir, je te propose du poulet avec des haricots verts, si tu les manges pas, va au lit sans avoir mangé. Est-ce qu'on doit tenir sur cette ligne-là? Ça dépend des circonstances. C'est-à-dire que si vous avez une famille nombreuse et plusieurs enfants, vous n'allez pas vous n'allez pas faire 5 menus s'il y a 5 enfants. Ah, vous croyez? Je suis même sûre. Ça me paraît très compliqué. Maintenant, vous pouvez proposer un menu qui plaît à tout le monde, parce qu'on apprend aussi
aussi avec nos enfants à grandir avec eux, c'est-à-dire à leur fournir ce qu'ils aiment, et à cuisiner, et à composer ce qu'ils aiment. Et vous pouvez aussi leur poser la question, qu'est-ce que vous aimeriez manger ce soir? Et même si vous entendez 4 plats différents, essayer de trouver un compromis. C'est-à-dire les faire participer. Maintenant, plus on interdit, plus on refuse, plus ça excite. Tout ce qui est interdit excite terriblement les enfants et il va aller le chercher ailleurs, c'est évident. Et donc, il faut réussir à il faut doser trouver, justement. voilà. Mais alors, quels sont les éléments à bannir et sur lesquels il ne faut surtout pas céder? Si un enfant, ça dépend des circonstances là encore, si un enfant n'a pas de problème de poids, n'a pas de problème de surpoids, de santé, vous pouvez lui donner de modérément tout, je veux dire modérément de tout. Mais si vous êtes vous-même un petit peu préoccupé par la santé, le poids, manger sain à la maison, vous savez de toute façon qu'il mangera à l'extérieur, chez les amis ou à l'école ou je ne sais pas où. C'est vrai, parce qu'il ne mangera pas très sain. Il y a quelque chose de terrible, c'est que dehors, il y a Voilà. les enfants qui se trimballent avec des paquets de chips familiaux et c'est difficile de dire non. Et c'est difficile de dire non et ils en proposent et de toute façon, vos enfants en mangeront. Cette pression sociale. Alors, il y a une autre différence qui, je pense, est symptomatique d'Israël par rapport à la France peut-être, les enfants qui mangent devant la télévision. Alors, moi, je suis d'abord, je suis surtout pour la réunion de la famille autour de la table, au moins une fois par jour. Que ce soit le déjeuner, quand les enfants rentrent de l'école ici, ou le dîner, quand il y a les 2 parents réunis, si possible, même si on dîne un tout petit peu plus tard, mais au moins réunir une fois par jour les enfants autour de la table. C'est vraiment... pas facile. Ouais, concrètement, c'est très difficile à faire, mais je crois qu'il faut savoir garder nos valeurs. Je pense que vous avez été élevé comme ça, moi je l'ai été. Vous, je ne sais pas, vous êtes très jeune, mais c'est quand même très très important et c'est très structurant pour l'enfant, la cohésion familiale autour de la table, vraiment. Donc, voilà. Et puis, ça ne crée pas des dépendances affectives à la nourriture? Non, pas du tout. tout. Du coup, on associe la nourriture avec un confort et du coup, on développe Non, au contraire, ça ne crée pas de dépendance affective, ça crée un lieu de partage convivial et la table est assimilée à quelque chose de convivial, de partage, d'échange. Mais du coup, quand on se retrouve tout seul, après, on peut avoir du mal à manger, quoi. Non, je crois pas. Si on associe la nourriture avec... Alors ça, on va en parler hors antenne, on va en parler. Est-ce que manger un pot de popcorn devant les films que va nous proposer Laetitia, c'est accepté de temps en temps? Moi je trouve que c'est très sympa. Pas avant 5 ans, attention. Alors Laetitia, justement, on va faire le bilan, le bilan ou pas, les grands événements cinématographiques à attendre en 2015 avec un peu de popcorn, c'est promis. Ah oui, promettez-le-moi. Promettez-le-moi pour la fin de cette chronique. On commence tout de suite. Non mais c'est et vendredi en plus. Votre chronique d'hier contre la gueule de bois. Star Wars 7 a été élu le film le plus attendu de l'année 2015, mais c'est pas de celui-ci qu'on va parler puisqu'on a vu des images absolument partout déjà de Star Wars. Moi, j'ai plus envie de m'attarder sur ce Mad Max qui me donne réellement envie de sauter quelques mois pour pouvoir le voir tout de suite maintenant. Tom Hardy remplace Mel Gibson 30 ans après le premier film de George Miller. George Miller est toujours derrière la caméra et ça donne ça. My name is Max. My world is fire and blood.
production. Et grosse production, visuellement c'est absolument fabuleux. George Miller est quand même un vrai visionnaire. C'est pas évidemment le seul film super production à sortir cette année. James Bond va revenir, Terminator va revenir, Hunger Games sera bien évidemment le dernier épisode en 2015 et les Avengers. Mais maintenant, je me suis aussi bien évidemment intéressée à ces réalisateurs, ces grands noms de la réalisation qui bien évidemment seront de retour. Woody Allen, par exemple, que je sais que vous aimez beaucoup, va sortir son film. Il en fait un par an, donc c'est pas une grande surprise. Par contre, celui-ci, on ne sait pas vraiment de quoi ça parle. On n'a toujours pas d'ailleurs de titre. On sait que c'est en tournage. Il tourne très rapidement, Woody Allen, donc on va certainement avoir de nouvelles très rapidement. Les frères Cohen vont eux aussi revenir cette année, en 2015, avec Hail Caesar. Ça sera certainement le plus gros casting de l'année. George Clooney, Scarlett Johansson, Jonah Hill, Channing Tatum, On s'en fout maintenant de George Clooney, les mariés. Il est en train de, il y a des rumeurs comme quoi il sera en train de divorcer, mais bon. Laetitia, elle a toujours les bons plans. Non, mais je viens de l'entendre sur un studio anglais. En fait, je reviens du studio anglais qui vient de me... Voilà. J'ai pris une option. C'est toujours très rapide. Et Josh Brolin, pour qui ça sera décidément une année très intéressante, puisqu'il sera aussi dans le nouveau Paul Thomas Anderson que j'attends avec impatience. Là aussi, j'ai des images, on regarde Inherent Vice. Michael Z. Wolfman. And Mickey Wolfman. Mickey Wolfman has vanished. So where would I find him? He's technically Jewish, but wants to be a Nazi. And a girl don't necessarily want to get into difficulties with those folks. You got a spare picture I could borrow? Ah! Mm-hmm. Well, maybe you're better off with the Nazis. Whoa. Are you all right? Am I? Are you? Ordinarily, we're the ones asking the questions. And your question is, which side am I on? Good question. Wrong answer. Donc voilà, Paul Thomas Anderson. Je ne sais pas les commentaires sur le plateau. Tout dernier film, on peut mentionner aussi Terrence Malick, Scorsese, Gus Van Sant. Bref, le Festival de Cannes va certainement être extrêmement intéressant. On a aussi cette année le grand retour de Johnny Depp dans un film qu'on a envie de voir. Parce qu'il a fait plusieurs films ces dernières années qui n'ont pas forcément bien marché. Et bien là, il va incarner Charlie Mordecai, qui est donc un célèbre marchand d'art dans le monde des livres, puisque c'est une adaptation d'une trilogie. Là aussi, on a des images. Regardez, Johnny Depp qui est de retour, ça vaut vraiment le détour. Mordecai. Mordecai. Charlie Mordecai. Bit of a moron, actually. Oh, I believe I've just shot George. Excellent shot, sir. Man down. Hey, big spender. Who knows? This may be a customary greeting in America. I don't know. Je vais me battre avec Betsabé sur ce plateau, qui vient me dire on a des écoles, que c'est là. l'anti-sexy au possible, Johnny Depp. Non. On va conclure avec un petit tour. Très rapidement, Laetitia, sur le cinéma français. Sur le cinéma français, Jamel Debbouze qui passe derrière la caméra et qui dirige sa femme, mais dans un film d'animation. Ça fait longtemps qu'on en entend parler. Ça s'appelle Pourquoi je n'ai pas mangé mon père. Voilà, on a la première image où Mélissa Torio et Jamel Debbouze se transforment en singe. Oui, mais manger son père, je sais pas si c'est... Merci en tout cas, très Laetitia. digeste. Merci, Paula Brahmi-Amar, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Et à vous, Betsabé, excellente fin de semaine. Donc, excellent week-end. Toujours sur i24 News, à suivre un nouveau journal présenté par Steve Jourdain. Je vous souhaite une excellente journée.